La nuit tombait sans fin sur les plaines gelées du Grand Nord. Aucun soleil, aucune aube ne venait troubler l'éternelle obscurité qui régnait là-haut, bien au-delà des cartes humaines, là où le monde semblait avoir oublié les règles du temps. Seules les aurores boréales, ces rivières célestes aux couleurs changeantes, dansaient en silence, drapant les cieux d'un éclat surnaturel. Et dans ce décor irréel, glissant sur des rails de givre aussi anciens que les étoiles elles-mêmes, filait un train. Mais pas un train ordinaire. C'était un convoi fait de musique, de bois précieux et de cuivre lustré. Ces wagons n'étaient donc pas conçus pour transporter des corps, mais des âmes. On l'appelait le train musical des rêves polaires, ou plus simplement, le train du silence mélodieux. Et chaque nuit, une nuit infinie, il parcourait les paysages figés de glace, porteurs d'un mystère que seuls les dormeurs savaient entendre. Le train n'avait pas de locomotive visible. Il semblait glisser par la seule volonté de la mélodie qui le faisait vivre. Chaque wagon vibrait d'une harmonie propre, une note singulière dans une vaste symphonie onirique. Certains jouaient des berceuses douces, d'autres des valses lentes aux accents mélancoliques. Un jouait peut-être un prélude, en mineur, éternellement inachevé. D'autres encore, des harmonies venues d'orchestres oubliés. L'ensemble formait un tissu sonore mouvant qui baignait l'intérieur du train d'un calme presque sacré. À l'intérieur, les passagers dormaient, ou plutôt, ils rêvaient. Les voyageurs n'étaient pas là de leur plein gré, du moins pas comme on l'entend dans le monde d'en bas. Certains étaient venus de leur lit, happés en pleine nuit par un appel doux, mais irrésistible. D'autres, plus anciens, semblaient avoir toujours été là, comme s'ils faisaient partie de la mémoire même du train. Tous gisaient sur de moelleux divans, les paupières closes, un léger sourire aux lèvres, bercés par les notes qui flottaient dans l'air. Des enfants, des vieillards, des êtres sans âge ni nom, ils avaient une chose en commun. Ils rêvaient des aurores. Ce rêve n'était pas un simple tableau lumineux dans leur sommeil. Non, c'était un sentiment, un souvenir d'un autre monde, un soupir ancien, une promesse de lumière intérieure. Le train ne les menait nulle part, ou peut-être partout à la fois. Il les emportait au plus profond d'eux-mêmes, les guidant dans des paysages mentaux faits de musique et de silence. Parmi ces rêveurs se trouvait une jeune femme aux cheveux d'argent, couchée dans un wagon fait entièrement de harpes. Son nom était Héloïse. Elle ne parlait pas, elle n'avait jamais parlé. Depuis l'enfance, sa voix était restée prisonnière d'un silence mystérieux. Mais ses doigts connaissaient la langue de l'âme. Ils glissaient sur les cordes de l'instrument comme les aurores sur la voûte céleste. Elle ne dormait pas comme les autres. Elle écoutait, elle ressentait chaque vibration du train comme une parole, un secret. Elle savait, sans savoir comment, que ce voyage n'était pas éternel. Un frisson courait parfois le long des cloisons du train. Un souffle presque imperceptible, comme si quelque chose ou quelqu'un tentait de se rappeler à eux. Il y avait eu, jadis, un autre rêve. Un rêve plus ancien que ce train, plus ancien que les aurores elles-mêmes. Certains disaient que le train avait été construit à partir d'un accord oublié, un son originel né lors de la première nuit du monde. Et cette nuit-là, au bord de l'univers gelé, une dissonance s'infiltra dans le rythme parfait du convoi. Une note fausse, un battement manqué, une vibration qui ne venait d'aucun wagon connu. Héloïse rouvrit les yeux. Le train ralentit à peine perceptiblement. Les aurores, dehors, semblèrent hésiter dans leur danse. Quelque chose approchait. Une ombre faite de silence. Et une voix? Non, un souvenir de voix murmurait quelque part. Si tu veux retrouver la lumière, il te faudra composer ta propre musique. Ainsi débute la traversée. Le wagon d'Héloïse n'était pas comme les autres. Si chaque compartiment du train musical avait son propre timbre, celui-ci chantait la nostalgie. Fabriqué entièrement de bois clair et d'ivoire fossile, il résonnait doucement comme si les murs eux-mêmes vibraient
sous le poids de souvenirs anciens. Des harpes de toute taille y étaient fixées, des celtiques à la sonorité cristalline, des baroques lourdes et graves, des instruments oubliés dont personne n'avait jamais écrit le nom. Héloïse vivait là. Non pas qu'elle y mangeât ou y dormît, car dans ce train, nul besoin de nourriture ni de sommeil tel que le connaissent les vivants. Mais c'était son espace. Là où ses doigts effleuraient les cordes sans effort, là où son silence devenait mélodie. Assise en tailleur sur un tapis de laine d'ours polaire, elle jouait pour ceux qui ne pouvaient plus se souvenir. À chaque passage, à chaque note, un rêveur soupirait plus doucement. Une ride se détendait, un cœur s'allégeait. Chaque wagon était un monde. Il y avait le wagon des vents, où flûtes, hautbois et cornemuses tissaient un paysage aérien. Le wagon des battements, tout en tambour, djembé et caisse claire, où des rêveurs au rythme tourmenté trouvaient un écho. Le wagon des cordes profondes, où les violoncelles jouaient comme des baleines dans l'océan noir du sommeil. Plus loin encore, des wagons d'opéra, des wagons de jazz lunaire, un wagon entier dédié aux boîtes à musique. Le train semblait infini. Certains passagers erraient entre les wagons. Pas toujours physiquement, mais intérieurement. On disait que ceux qui commençaient à entendre d'autres mélodies que la leur étaient en voie de déplacement d'âme. C'était rare et souvent le prélude à une transformation intérieure. D'autres restaient toujours au même endroit, figés, comme si leur rêve les clouait là à jamais. Héloïse, elle, circulait parfois, mais toujours silencieuse. Elle saluait d'un regard, d'un sourire à peine esquissé. Son mutisme n'était ni douleur ni refus. C'était un état naturel, comme le silence entre deux notes. Les autres voyageurs la respectaient comme une prêtresse du train. Une légende muette, toujours présente, toujours douce. Le train lui-même était vivant. Son souffle était la vapeur invisible qui s'échappait parfois entre les interstices des wagons. Son cœur, peut-être caché dans un wagon secret, battait au rythme de toutes les musiques. Les murs grondaient, soupiraient, s'ajustaient, et parfois on croyait entendre le train répondre. Les paysages extérieurs changeaient peu. Neige, glace, aurore. Pourtant, chaque nuit avait sa nuance. Parfois le ciel était bleu de cobalt, d'autres fois vert absinthe ou rose poudré. On apercevait parfois des silhouettes, des caribous, un ours lointain, un vieux phare sans lumière, des bribes du monde éveillé, ou des échos de rêves passés. Un jour ou une nuit, car le temps n'était plus mesurable, un nouveau passager était apparu. C'était un enfant, pas plus de 10 ans. Il avait été déposé dans le wagon de bois creux, celui où des xylophones géants servaient de lit. Son nom, dit-on, était Ismaël. Il ne parlait pas, mais riait en dormant. Une musique légère émanait de son wagon, une comptine d'un autre siècle. Les plus anciens murmuraient, un rêveur pur, né directement du rêve. Héloïse, intriguée, était venue l'écouter, assise près de la cloison. Elle sentait que l'enfant n'était pas simplement endormi. Il guidait le train, peut-être à son insu. Un autre voyageur, bien plus âgé, passait souvent devant son wagon. Il portait un chapeau melon et une canne d'ébène, mais marchait pieds nus. Il se prénommait Maestro Lucien. Lui, disait-on, avait composé une symphonie si parfaite qu'elle avait ouvert une brèche dans la réalité. Depuis, il voyageait pour l'éternité, cherchant à recomposer le son primordial qu'il avait autrefois capté. Son wagon était vide, mais il jouait dans tous les autres. Un éternel errant de la mélodie. Et puis, bien sûr, il y avait les ombres dormantes, des passagers en retrait dont les visages étaient voilés, presque effacés. Leur musique était faible, presque absente. Certains murmuraient qu'ils étaient à la frontière du rêve et de l'oubli. D'anciens rêveurs qui avaient cessé de croire. Le train ne les abandonnait pas, mais il flottait en marge,
comme des partitions inachevées. Chaque soir, ou plutôt à chaque passage d'un cycle d'aurore, le train ralentissait brièvement. C'était le réaccord. Tous les wagons harmonisèrent leurs notes. Héloïse participait en jouant une note suspendue, qui résonnait dans toute la rame. C'était le seul moment où le train semblait écouter. Mais ce soir-là, lors du réaccord, quelque chose changea. Sa note ne résonna pas. Elle la joua, elle en était sûre. Ses doigts avaient frôlé la corde juste, mais le son ne vint pas. Un silence troublant, pas un silence naturel, mais un vide, un creux sans écho. Héloïse se redressa. Le train avait, pour la première fois, tressailli. Elle resta assise un moment, les doigts suspendus dans l'air, comme s'ils hésitaient à retomber sur les cordes. Le wagon, d'ordinaire vibrant de douceur harmonique, s'était figé. Aucun craquement du bois, aucune vibration dans les harpes. Même l'écho du train, ce bruissement continu, ce chuchotement métallique, avait disparu. Héloïse sentit une vibration, pas sonore, une vibration dans sa poitrine, comme un battement d'ailes étouffé. Quelque chose ne tournait plus rond. Le train, ce grand corps vivant qu'elle connaissait intimement, semblait avoir oublié une partie de lui-même. Elle se leva, pieds nus sur le sol d'érable poli, et s'approcha de la porte coulissante du wagon. Habituellement, en poussant la porte, on entendait la musique du wagon suivant, une transition douce, comme passer d'un rêve à un autre. Mais cette fois, elle n'entendit rien, seulement le frottement sourd de la porte sur ses rails gelés. Elle entra. Le couloir qui reliait les wagons était plongé dans une pénombre inhabituelle. Une lampe suspendue au plafond oscillait faiblement, comme si le train lui-même retenait son souffle. Au bout du couloir, la prochaine porte était entr'ouverte. Une fine lumière bleutée filtrait à travers l'interstice. Elle n'avait jamais vu cette teinte auparavant. Elle s'approcha, posant une main sur la poignée froide. Un frisson lui parcourut l'échine. Derrière cette porte, quelque chose l'attendait. Elle le savait. Lorsqu'elle poussa doucement, la lumière la submergea. Ce n'était pas un wagon, ou plutôt, pas un wagon comme les autres. Les murs étaient tenus, sans instruments. Aucun siège, aucun rêveur. Le sol semblait être fait d'un matériau liquide, mais solide à la fois, comme de la glace qui respirait. Au centre, une silhouette était assise, recroquevillée sur elle-même. Un homme, vêtu d'un manteau de velours noir. Ses cheveux gris coulaient comme des rivières sur ses épaules. Il ne bougeait pas. Héloïse s'avança, lentement. Chaque pas faisait écho, comme si elle marchait sur le bord d'un lac gelé. Elle s'arrêta à quelques mètres de lui. L'homme semblait dormir, mais son corps tremblait, des soubresauts légers, comme si chaque inspiration était une lutte. Puis elle l'entendit, une note, faible, déchirée, comme une corde trop tendue qu'on aurait frottée sans soin. L'homme murmura. « Elle est partie », dit-il d'une voix rauque. Héloïse sentit son cœur se contracter. Cette voix, elle portait une douleur ancienne, quelque chose de brisé, irrémédiable. Elle a quitté le train. Elle a laissé sa musique ici. Le regard de l'homme s'éleva lentement vers elle. Ses yeux étaient vides de lumière, mais remplis de souvenirs. Des larmes sillonnaient ses joues, sans bruit, comme si même son chagrin était muet. Ils ont voulu la faire taire. Ils ont eu peur. Peur de ce qu'elle chantait. Héloïse ne savait que faire. Son mutisme n'était jamais un obstacle ici, mais en cet instant, elle aurait voulu parler, dire quelque chose, n'importe quoi. Elle posa une main sur son cœur, puis sur la harpe qu'elle portait en bandoulière. Un geste universel simple. Je suis là. Je veux comprendre. L'homme referma les yeux. Une larme perla de nouveau. Son nom était Aïra. Elle rêvait en contre-champ. Elle tissait des harmonies que le train ne savait pas lire. Alors,
il l'a effacé. Héloïse comprit que ce wagon n'existait peut-être pas pour les autres. Il n'était pas sur le plan, ni dans les mélodies du ré-accord. Un wagon fantôme, né d'une dissonance. Un souvenir refoulé du train. Elle s'agenouilla lentement, à quelques pas de l'homme. La lumière bleue pulsait doucement autour d'eux. Dans le silence, elle tira sa harpe vers elle et joua une note. Mais cette note fut aspirée, étouffée, comme si le wagon refusait de la laisser vibrer. Elle rejoua, cette fois, plus fort, un arpège, une mélodie. Le son naquit, fragile, mais il tint bon. Une vibration douce, d'abord incertaine, puis plus claire. Le wagon sembla frissonner. L'homme redressa la tête. Son regard s'éclaira d'un fragment d'espoir. « Tu l'entends aussi ?» murmura-t-il. Elle joua encore. Une réponse. Puis, soudain, tout vibra autour d'eux. La lumière bleue se troubla, devint violette, puis un vert profond. Un son grave monta, comme une plainte lointaine. Les murs du wagon ondulèrent. Quelque chose s'éveillait, quelque chose d'enfoui. Et dans l'écho, un mot. Pas prononcé, mais ressenti. Reviens. Héloïse recula. Le wagon tremblait. Elle tira doucement l'homme pour l'aider à se lever. Il ne résista pas. Ensemble, ils reculèrent vers la porte. Le sol vibrait, instable. La lumière était devenue noire, parsemée d'éclats d'or. Juste avant de sortir, il dit « Tu dois retrouver Aïra. Elle n'est pas morte. Elle a quitté le rêve. Elle est dans l'éveil. Mais sa musique est encore ici. C'est elle qui t'a appelé. » La porte claqua derrière eux. Le silence retomba dans le couloir. Mais dans le cœur d'Héloïse, quelque chose avait changé. Un appel. Un défi. Une mission. Trouver la musique oubliée. Depuis leur retour du wagon spectral, le train n'était plus tout à fait le même. Au premier regard, rien n'avait changé. Les murs vibraient encore, les harmonies s'enlaçaient entre les wagons, les rêveurs dormaient toujours. Et pourtant, quelque chose dans le rythme, dans la cadence même du voyage, s'était modifié. C'était une sorte de battement irrégulier, un souffle en trop ou un silence imprévu entre deux mesures. Héloïse le sentait dans sa peau comme une vibration inversée. Une dissonance secrète rampait dans les veines du train. L'homme, il s'appelait Naël, n'avait pas dit grand-chose depuis. Il se tenait souvent à la fenêtre d'un wagon silencieux, regardant sans voir, le regard perdu dans les aurores. Il ne parlait que de temps à autre, à voix basse, comme s'il conversait avec des souvenirs que lui seul pouvait entendre. « Elle m'a murmuré ton nom », dit-il un matin à Héloïse sans la regarder. Dans ce moment suspendu, entre la dernière note et le silence. Elle a dit que toi, seul, pouvais réparer ce qui a été défait. Héloïse ne répondit pas, comme toujours. Mais dans ses gestes, dans la manière dont elle posa sa main sur la vitre, il eut une détermination silencieuse. Elle n'avait pas besoin de mots pour dire « je comprends ». Ils décidèrent d'explorer, non pas physiquement ou pas uniquement, mais en s'accordant à l'intuition du train, car ce n'était pas un lieu ordinaire. Les wagons obéissaient à d'autres lois. Parfois, une porte apparaissait là où il n'y en avait pas la veille. Parfois, un couloir menait à un wagon déjà visité, mais devenu autre. L'architecture du rêve pliait aux règles du souvenir et du désir. C'est ainsi qu'ils trouvèrent le wagon des horloges. C'était un espace circulaire où des centaines de montres, pendules et mécanismes suspendus tintaient doucement. Les aiguilles tournaient en sens contraire. Sur certaines, le temps s'était figé. Sur d'autres, il accélérait. Et au centre, un piano mécanique jouait en boucle une valse triste, toujours la même. Inachevée. Naël s'en approcha. Sur le bois verni du couvercle, un nom gravé à la main. Aïra. Le cœur d'Héloïse bondit. Elle posa la main sur les touches. Le piano se tut. Le silence qui suivit fut lourd, presque douloureux.
Mais alors, quelque chose bougea dans l'air. Une odeur, un souvenir, l'écho d'un rire cristallin. Naël ouvrit un petit tiroir sous le clavier. À l'intérieur, une clé en laiton, étrange, ornée de motifs de clés de sol et d'étoiles. Il la tendit à Héloïse. « Elle a laissé des fragments, dit-il. Sa musique a été brisée, dispersée dans les wagons. Cette clé ouvre l'un d'eux. » Héloïse prit l'objet avec précaution. Il vibrait dans sa paume, comme s'il respirait. Mais au moment où elle rangeait la clé dans une pochette de velours, le train hurla. Pas un hurlement métallique, pas un grincement d'essieux. Non, c'était un son vivant, un cri d'angoisse, un hurlement long, caverneux, comme une bête blessée dans l'obscurité. Les horloges s'arrêtèrent. Le piano explosa en fragments d'ombre. Naël poussa Héloïse contre le mur, la couvrant de son manteau. Une ombre venait d'apparaître dans l'embrasure du wagon. Pas une silhouette humaine, une absence de lumière, un effacement. Elle flottait, sans contour, sans forme précise, un amas mouvant de nuit et de givre. Et du cœur de cette masse, un son. Non pas un cri cette fois, mais une note dissonante, grave, qui faisait vibrer les vitres, un fa trop bas, sans fondement, un appel au néant. Héloïse voulut reculer, mais la chose glissa vers elle. Naël hurla, un cri humain, brisé. Il lança un objet vers la créature, un métronome trouvé dans le wagon qui explosa contre l'ombre, la traversant sans effet. Puis, Héloïse fit ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle courut. Ils s'échappèrent par une porte latérale, tombant dans un couloir qu'ils ne connaissaient pas. Le train avait changé de structure. Les murs étaient faits de verre givré, derrière lequel dansaient des images, des souvenirs, peut-être, de wagons qu'ils n'avaient jamais visités. Ils couraient sans fin, jusqu'à atteindre un abri, le wagon d'onde. Là, tout était fait de vibrations, les sièges, les murs, même le sol. La musique y était matière. Ils se réfugièrent dans un cocon sonore, un accord suspendu, en mineur, protecteur. L'ombre ne les suivit pas cette fois. Mais elle avait marqué son territoire. Héloïse s'assit, le souffle court. Elle ouvrit lentement la pochette de velours. La clé vibrait encore, intacte. Mais autour d'elle, l'air était plus froid. Le train, blessé. Naël la regarda, le visage livide. « Elle nous a vus, murmura-t-il. Et elle sait que tu portes la clé. Tu es désormais dans sa portée. » Héloïse ferma les yeux. Elle savait. La quête avait commencé. Et l'ombre ne les laisserait pas réaccorder la symphonie si facilement. Le train musical poursuivait sa course, glissant dans la nuit sans fin, comme un souvenir entre les pages d'un vieux cahier oublié. Dehors, les aurores boréales formaient des arabesques mouvantes, mais Héloïse ne les regardait plus. Son regard était tourné vers l'intérieur, vers cette clé étrange qu'elle serrait maintenant comme une promesse. Ils avaient échappé à l'ombre pour cette fois, mais quelque chose avait changé dans la structure même du train. Les couloirs semblaient plus longs, les portes plus nombreuses, les sons plus timides. Comme si chaque wagon attendait, figé dans l'instant d'avant une note. C'est Naël qui parla le premier, assis en tailleur dans le wagon d'onde, les yeux clos comme s'il écoutait un écho venu de loin. « Le chemin s'est ouvert, dit-il. Je le sens. Elle t'a laissé entrer. Aïra, ou ce qu'il reste d'elle. » Héloïse sortit la clé du velours. Elle vibrait faiblement, mais avec une régularité nouvelle. Une pulsation, presque cardiaque. À chaque battement, une note différente semblait flotter dans l'air, subtile, invisible. Ils se levèrent. La vibration guidait leurs pas. Ils traversèrent plusieurs wagons, celui des vents inversés, où les flûtes jouaient au reculons, celui des percussions perdues, où chaque pas déclenchait un rythme oublié, et le wagon blanc, d'un silence si profond qu'il effaçait jusqu'au bruit du souffle. Puis ils virent la porte. Elle n'était pas comme les autres.
Pas de poignée, pas de charnière visible. Elle semblait sculptée directement dans le mur du wagon comme une illusion de surface. Pourtant, au centre, il y avait un petit orifice, en forme de double croche. Héloïse approcha la clé. La vibration s'intensifia. Une lumière douce se diffusa tout autour d'elle. Lorsqu'elle introduisit la clé dans la serrure, un souffle chaud, presque un soupir, s'échappa de la fente. Puis le bois se déplia. Pas une ouverture brutale, pas un grincement. Non, la porte sembla se fondre en silence. Derrière elle, l'obscurité. Pas une obscurité totale, une pénombre vivante parsemée de poussière lumineuse, comme si elle entrait dans le ventre d'un souvenir. Héloïse franchit le seuil. Naël la suivit de près. Ils se retrouvèrent dans un couloir étroit, incurvé comme un coquillage. Les murs pulsaient lentement de la couleur du crépuscule. L'air avait une odeur de feuilles sèches et de papier ancien. Une atmosphère de bibliothèque abandonnée. Au bout du couloir, une arche de cristal s'ouvrit sur un nouveau wagon, ou un autre monde. Il s'agissait d'un jardin, mais pas un jardin ordinaire. Des partitions suspendues flottaient entre des arbres translucides dont les feuilles étaient faites de portées musicales. Le sol était tapissé de mousse noire, douce et chaude. Et au centre, une fontaine. Elle ne coulait pas d'eau, mais de notes liquides. Chaque goutte produisait une harmonie douce en tombant dans le bassin. Héloïse resta immobile, bouleversée. C'était beau, mais aussi profondément mélancolique. Naël s'avança. Il toucha une partition suspendue. Elle vibra et une voix en sortit. Héloïse, c'était une voix de femme, douce, lointaine. Héloïse sentit ses jambes trembler. Elle reconnut ce timbre. Non pas un souvenir précis, mais une impression, comme la réminiscence d'une chanson de l'enfance qu'on n'a jamais vraiment apprise. D'un coup, toutes les partitions frémirent, la lumière changea, et une silhouette apparut au bord du bassin. Pas une personne réelle, un reflet, une femme, de dos, jouant une harpe faite de lumière. Ses cheveux longs flottaient autour d'elle. Elle ne bougeait pas. Héloïse s'avança. À chaque pas, une corde invisible vibrait sous ses pieds. Lorsqu'elle fut à quelques mètres, la silhouette disparut. Mais dans l'eau du bassin, un mot apparut. « Souviens-toi ». Puis une seconde inscription, formée de notes. « Cherche les accords perdus. 3. Éparpillés, cachés dans les wagons. » Héloïse se tourna vers Naël. Il hochait la tête. « Le cœur du train était brisé, » dit-il. Sa mémoire a été morcelée. Aïra a tout laissé ici. Si nous les retrouvons. Il n'acheva pas. Ils savaient tous les deux. Ce jardin était une chambre du cœur. Et ce voyage venait de commencer pour de bon. La sortie du jardin des partitions fut comme un passage entre deux rêves. Le couloir redevint étroit, le sol se raffermit sous leurs pieds. Mais en Héloïse, quelque chose demeurait flottant. Une sorte de vertige intérieur. Comme si elle avait laissé un fragment d'elle-même entre les arbres de lumière. Le wagon dans lequel ils émergèrent était inconnu. Une vaste salle au plafond invisible, noyée dans une brume laiteuse. Des chaises flottaient dans l'air, renversées ou figées en hauteur, comme si une salle de concert avait été déchirée puis suspendue dans une éternité absurde. Le silence y était étrange, élastique. Chaque pas résonnait comme une goutte dans une caverne immense. Héloïse avançait prudemment, la clé serrée contre elle. Naël restait en retrait. Quelque chose avait changé en lui depuis le jardin. Il semblait plus distant, plus fragile. Ses pas étaient hésitants, son regard fuyant. « Tu as vu ce que moi je n'ai jamais vu, » dit-il finalement. « Tu as été appelé, pas moi. Moi, je suis resté ici, dans le souvenir. Elle ne m'a rien dit, pas une note, pas un accord, rien. » Héloïse se retourna vers lui, posant une main sur sa poitrine. « Je t'entends, » disaient ses doigts.
Mais Naël détourna les yeux. Peut-être que je suis resté trop longtemps dans le train. Peut-être que je suis devenu un rêve au lieu d'un rêveur. Un grondement sourd, venu de nulle part, coupa leur échange. La brume ondula, puis elle se condensa. Devant eux apparut une forme. Ce n'était pas l'ombre. Pas tout à fait. C'était un reflet. D'Héloïse. Mais ce n'était pas elle. Cette version d'elle-même avait les yeux vides, des mains tachées d'encre noire. Sa harpe était brisée, ses cordes coupées. Et pourtant, elle la jouait, ou essayait. Ses doigts tremblaient, ses gestes étaient mécaniques, sans grâce, sans cœur. Héloïse recula, le souffle court. « Ce n'est qu'un écho », souffla Naël, mais sa voix elle-même manquait de conviction. L'écho Héloïse leva lentement les yeux vers elle, et parla. « Tu ne peux pas la sauver. Tu n'as jamais pu. Tu as fui. Tu as choisi le silence. » Les mots frappèrent Héloïse comme une gifle. Son mutisme n'avait jamais été une faiblesse. Il était sa vérité, sa musique, son langage. Mais à cet instant, elle douta, et le doute ouvrit une fissure. Le sol vibra, le wagon sembla se plier, comme une partition trop longtemps restée au soleil. Des images jaillirent autour d'elle. Des visions, des fragments de mémoire ou d'autre chose. Un escalier de verre en spirale au milieu du ciel, une main qui lui tend une partition en feu, un cri silencieux. Des enfants sans visage jouant au bord d'un précipice, une harpe qui saigne, une mer de miroirs brisés. Héloïse chancela. Naël la rattrapa de justesse. « Ne te perds pas !» cria-t-il. « Ce ne sont que les illusions du doute. » Mais déjà, le reflet d'elle-même avançait, harpe brisée à la main. Sa voix montait. « Tu n'étais pas là quand elle est tombée. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien dit. Tu n'as jamais dit un mot. Et maintenant tu crois pouvoir réparer. » La douleur monta dans la poitrine d'Héloïse. Elle tomba à genoux. Les visions tournaient autour d'elle comme un cyclone silencieux, et au centre, la harpe brisée. C'est alors qu'elle sentit quelque chose. Un souffle, un son, non pas une note, un silence, mais un silence plein, profond, rassurant. Elle leva les yeux et vit une plume suspendue dans l'air. Doucement, elle l'attrapa. Et soudain, les visions cessèrent, le reflet s'effaça, le wagon se stabilisa. Elle était toujours à genoux. Naël la tenait encore. La brume se dissipait peu à peu. Et dans sa main, la plume vibrait. Pas une plume ordinaire, une plume faite de lumière. Elle portait en elle une vibration douce, comme un fil tendu entre elle et quelque chose de plus grand. Naël murmura. Le premier accord. Elle comprit. Le premier des 3 fragments qu'il devait y retrouver. Il ne se présentait pas toujours sous forme de son ou d'objet. Parfois, il était émotion, prise de conscience, guérison. Elle se releva, plus droite. Le doute n'avait pas disparu. Mais il n'était plus une tempête, juste un nuage de passage. Et elle marchait maintenant à travers lui, vers la suite. Depuis la rencontre avec le reflet brisé d'elle-même, le train s'était remis à chanter. Pas comme avant, pas dans les grandes harmonies majestueuses des réaccords. Non, c'était une mélodie timide, naissante, fragile comme une flamme dans le vent. Mais elle était là, et elle suivait Héloïse. Le premier fragment avait été retrouvé, sous la forme d'une plume de lumière. Elle ne savait pas encore comment elle s'inscrivait dans la partition perdue d'Aïra, mais elle savait qu'elle avait du sens. Elle vibrait doucement dans la petite sacoche qu'elle portait près du cœur, comme une promesse que tout n'était pas perdu. Naël semblait plus calme lui aussi. Il ne parlait plus de rester à l'écart, de ne pas être digne. Il marchait à côté d'elle, et même si son regard restait parfois absent, il reprenait forme. Il se raccrochait à la réalité du voyage, peut-être même à lui-même. Ce fut au détour d'un wagon qu'ils rencontrèrent Milo.
Il était assis au bord d'un banc, suspendu dans un compartiment fait entièrement de verre et de métal poli. Autour de lui, des sphères flottaient, chacune jouant une seule note, doucement. Un do, un la, un sol aigu. Les sphères tournoyaient lentement, comme des planètes autour d'un astre invisible. Le garçon ne devait pas avoir plus de 14 ans. Sa peau était couleur de neige, ses yeux d'un bleu trop intense pour être terrestre. Il portait une veste longue, trop grande pour lui, et tenait une baguette de chef d'orchestre entre ses doigts. Quand il vit Héloïse, il sourit. « Tu l'as retrouvée », dit-il simplement. Elle s'arrêta, interdite. « La plume », continua-t-il. « Le premier souvenir d'Aïra. La douceur. Le pardon. Tu ne pouvais pas avancer sans l'avoir trouvée. » Héloïse s'approcha, lentement. Naël s'était figé. Il semblait reconnaître le garçon, mais ne savait pas d'où. « Qui es-tu » murmura-t-il enfin. Milo se leva, salua comme un vieux maître de musique. « Je suis l'oublié, celui qui est parti, mais qui se souvient encore. J'étais un rêveur, maintenant je suis un lien. » Il leva sa baguette. Une des sphères se rapprocha, émettant une note grave, presque mélancolique. Le train est en train de perdre sa mémoire. Aïra n'est que la partie visible. D'autres se sont effacés. Des wagons ont disparu. Des harmonies entières ont été avalées par le silence. Il regarda Héloïse avec une intensité douce. Mais tu peux inverser le processus. En retrouvant les fragments, en recréant la partition perdue, tu peux redonner souffle à ce train. Naël prit une inspiration incertaine. Pourquoi elle? Pourquoi pas toi? Milo sourit tristement. Parce qu'elle entend, même sans son. Parce qu'elle joue sans attendre d'être écoutée. Parce qu'elle ne parle pas avec des mots, mais avec l'essentiel. Et parce qu'elle est liée à Aïra. Le cœur d'Héloïse se serra. Liée, mais avant qu'elle ne puisse former une pensée claire, Milo leva la main. Le deuxième fragment est caché dans un wagon que nul ne peut trouver sans abandonner une vérité. Il vous faudra traverser les portes d'écho. Il vous faudra entendre ce que vous n'avez jamais osé écouter. Il s'approcha d'Héloïse, lui tendit sa baguette. Elle te montrera le chemin? Elle la prit, la baguette vibra, un son jaillit dans l'air. Une onde pure, pas une note, une intention. Et le wagon de verre disparut. Ils étaient ailleurs. Un couloir sombre. Au loin, un son lointain. Un violon. Naël chuchota. « Il nous a guidés. Il croit en toi. » Héloïse hocha doucement la tête. La baguette brillait légèrement dans sa main. Elle sentait une chose étrange, nouvelle, l'espoir, un espoir pur. Non pas celui des grandes promesses, mais celui des petites lueurs dans l'obscurité, celui qui te pousse à faire un pas de plus, même si tu ne vois pas où tu vas. Le train vibrait. Une note douce monta. Elle n'était pas seule. La baguette de Milo n'était pas un simple objet. Elle semblait vivante, réactive, comme si elle comprenait les vibrations intérieures de celle qui la tenait. À chaque fois qu'Héloïse approchait d'un croisement ou d'un wagon, elle vibrait différemment, pointant, frémissante, vers l'endroit juste. Grâce à elle, ils s'engagèrent dans des parties du train que personne, semble-t-il, n'avait traversées depuis longtemps. Le couloir menait à une séquence de wagons très anciens. Le premier était empli de miroirs, brisés, inclinés, déformants. En le traversant, Héloïse vit des versions d'elle-même projetées à travers des formes distordues. Enfants, vieilles femmes, silhouettes floues, visages perdus. Chaque pas faisait trembler les images, comme si elle voulait te parler. Mais elle avança sans s'arrêter, Naël sur ses talons. Le deuxième wagon était recouvert de papier. Des partitions arrachées, gribouillées, brûlées au coin. Certaines flottaient dans l'air comme de petites âmes errantes. D'autres étaient clouées au mur, couvertes d'encre noire. Un silence terrible y régnait, un silence figé. Ils le traversèrent en apnée, le cœur serré.
Mais c'est dans le troisième wagon que tout bascula. La baguette se mit à vibrer frénétiquement avant même qu'il n'ouvre la porte. Elle semblait vouloir reculer. Héloïse échangea un regard avec Naël, puis, doucement, poussa la porte. Une nuit totale les enveloppa. Mais ce n'était pas un noir ordinaire. C'était une absence, une suppression, comme si tout ce qui existait dans ce wagon avait été effacé. Pas seulement la lumière, ni les sons, les choses, les murs, le sol. Ils flottaient dans un vide. Seules restaient quelques formes, lointaines, presque transparentes. Des silhouettes, des passagers, mais à moitié effacés, comme si leurs souvenirs avaient été engloutis. « Ils sont restés trop longtemps ici », murmura Naël, glacé. « Ils ont été décomposés. » Soudain, une vibration, un son, bas et profond, pas une note, un grondement. Puis la silhouette d'un enfant se détacha du vide. Il portait un masque blanc, lisse, sans expression. Il tendit une main vers eux, paume ouverte. La baguette dans la main d'Héloïse se raidit. Le garçon masque parla d'une voix double, comme un écho dans un tunnel. « Vous n'avez pas le droit d'être ici. » Naël voulut répondre, mais ses mots se perdirent. Le garçon leva la main. Et soudain, le train hurla. Pas un cri humain, un cri de métal, de mémoire arrachée. Les parois se contractèrent, les silhouettes oubliées s'agitèrent, tournant lentement vers eux comme attirées par une force nouvelle. La baguette vibrait follement. Héloïse comprit, il devait fuir. Mais alors, un autre son s'éleva, une note claire, aiguë, pure. Elle venait d'elle, ou plutôt de la sacoche qu'elle portait, la plume. Elle brillait de plus en plus fort, et à sa lumière, le masque du garçon se fissura, il chancela, puis s'effaça. La nuit redevint noire, stable, toujours vide, mais moins menaçante. Une voix, faible, résonna alors. Je m'appelais Silas. Puis plus rien. Ils furent seuls de nouveau. Héloïse posa la main sur la baguette. Elle brillait doucement. La vibration était revenue à la normale, mais une peur sourde restait. Naël la formula d'une voix basse. Ce n'est pas seulement le silence, ni la perte. Quelqu'un, ou quelque chose, efface, détruit, volontairement. Héloïse acquiesça. Il ne faisait pas que chercher les fragments d'une musique oubliée. Il devait les protéger d'une force plus vaste, une entité qui voulait le néant, une force qui ne supportait pas la mémoire, ni les émotions, ni les harmonies, juste l'effacement. Une menace nouvelle, plus profonde et plus proche. Ils quittèrent le wagon du néant avec le souffle court et les pensées lourdes. Le vide les avait marqués plus profondément qu'ils ne voulurent l'admettre. Ce n'était pas une simple frayeur. C'était un rappel brutal que tout ici pouvait disparaître. Même eux. Mais ils marchaient toujours. Le train, lui, poursuivait sa traversée. Dehors, les aurores boréales s'étaient mises à tournoyer à une vitesse folle, formant des spirales hypnotiques dans le ciel. On aurait dit qu'elles répondaient à une urgence invisible, une alarme céleste que seuls les rêveurs les plus sensibles percevaient. Héloïse, la baguette de Milo en main, guidait la marche. Chaque pas était une note dans une partition invisible. Elle ne savait pas si elle progressait ou si elle tournait en rond. Mais elle avançait, encore et encore. Naël boitait légèrement. Il avait reçu un choc, invisible mais réel, dans le wagon du néant. Il ne s'en plaignait pas. Il serrait les dents, regardait droit devant. Pourtant, elle voyait dans ses yeux que quelque chose s'étiolait en lui. Ils traversèrent un wagon où il pleuvait doucement à l'intérieur. Une pluie dorée, silencieuse, qui tombait sur des instruments abandonnés. Chaque goutte qui touchait le bois faisait résonner un son lointain, comme un souvenir mouillé. Ils n'y restèrent pas. La nostalgie y était trop lourde. Puis,
Un autre où des chœurs invisibles chantaient des mots dans une langue disparue. Des voix d'enfants, de femmes, d'anciens, des prières, des adieux, personne ne pouvait le dire. Héloïse ferma les yeux et les laissa la traverser comme un vent froid. Le chemin s'allongeait. Chaque wagon devenait un défi en soi, non pas toujours effrayant, mais toujours exigeant, comme si le train testait leur endurance mentale. Puis, au détour d'un couloir voûté, ils atteignirent un carrefour. 4 portes, aucune indication. La baguette resta muette. Naël, haletant, s'assit contre le mur. « Je n'en peux plus, » dit-il dans un souffle rauque. « Chaque pas me coûte plus que le précédent. Ce train nous dévore. » Héloïse s'agenouilla à côté de lui. Elle posa doucement la main sur son bras. Il la regarda enfin. Dans ses yeux, une chose nouvelle, la peur de ne pas être à la hauteur. « Tu n'as jamais douté, toi ?» demanda-t-il. Elle ferma les yeux et lui montra, en silence, le reflet brisé, la harpe détruite, la vision de ses failles. Il comprit et hocha la tête. Puis elle se leva, déterminée. Les portes restaient fermées. Aucune n'émettait de vibration. Aucune ne semblait plus réelle qu'une autre. Alors elle joua, juste une note, puis une autre, un arpège hésitant, un souffle. Et soudain, la porte la plus à gauche s'ouvrit d'elle-même, lentement. Elle en sortit un parfum de bois brûlé et de cuivre chaud. Elle entra. Naël la suivit, vacillant. À l'intérieur, le wagon était immense. Un amphithéâtre, des sièges vides, des balcons déserts, et au centre, une estrade avec un pupitre et une partition incomplète. Héloïse s'approcha. Elle comprit aussitôt. Le deuxième fragment. Il était ici. Mais pour l'atteindre, elle devait le rejouer, le reconstituer. La baguette se mit à briller. Naël s'assit dans un siège au premier rang, haletant, regardant Héloïse comme on regarde une funambule au-dessus du vide. Elle monta sur l'estrade, déploya sa harpe, ferma les yeux et joua. La note initiale trembla, puis se stabilisa. Un accord vint se poser dessus, puis un autre. La musique n'était pas parfaite, mais elle était vraie. Une chaleur se propagea dans la salle. Les sièges se remplirent d'ombres lumineuses. Pas des spectres, des souvenirs, des instants. Et au centre du pupitre, un objet apparut lentement. Une clé, celle du deuxième fragment. Mais alors que ses doigts s'en approchaient, le wagon trembla. La menace n'avait pas disparu. Elle n'était jamais loin. Il devait se faire vite. La clé flottait au-dessus du pupitre, comme un fruit de lumière suspendu dans le silence. Autour d'elle, les ombres du public, ces fragments de mémoire devenus auditeurs, se dissolvaient lentement, comme si la musique d'Héloïse les avait réveillés juste assez longtemps pour faire vibrer leurs derniers souvenirs. Puis ils s'évanouissaient à nouveau, redevenant poussière d'harmonie. Héloïse tendit la main. Ses doigts frôlèrent le métal tiède de la clé. Et à cet instant, quelque chose s'enclencha. Un souffle, un frisson dans l'air, une mémoire. Le wagon se déroba sous ses pieds. Elle ne chuta pas. Elle fut absorbée. Un monde l'engloutit. Pas un espace physique, un espace de conscience. Elle ouvrit les yeux dans un lieu fait de strates mouvantes, comme si elle flottait à travers des couches superposées de ses propres pensées. Tout était flou. Son corps n'avait plus de consistance. Elle était elle, mais elle était aussi l'observatrice. Et face à elle, Aïra. Pas la silhouette diffuse du jardin, pas une illusion, une présence nette, entière, belle et grave. Ses cheveux étaient à tisser de silence et ses yeux contenaient des reflets d'aurore. Elle ne parlait pas avec des mots, mais ses pensées étaient claires. « Tu es venu, tu as toujours été là, mais tu n'as jamais osé l'accepter. » Héloïse voulut répondre, mais ici, pas de voix, pas de cordes, juste l'essence. Elle comprit ce que disait Aïra.
Ce n'était pas seulement une quête pour retrouver une partition perdue. C'était une réintégration, un souvenir banni, une douleur enfouie. Car Aïra n'était pas une inconnue. Elle était liée à Héloïse par quelque chose de bien plus intime que la musique. Elles avaient été deux notes d'une même portée, deux enfants d'un même monde, peut-être sœurs, peut-être reflets, peut-être deux moitiés d'une même âme. Mais Héloïse, autrefois, avait fui. Elle avait refusé d'écouter la dernière mélodie. Elle s'était repliée. Dans le silence, un silence protecteur, un silence cocon. Et en le choisissant, elle avait condamné Aïra à l'effacement. « Tu as le pouvoir de me réaccorder, » dit Aïra, « mais il te faudra renoncer à ton silence, définitivement. » Ces mots, non, ces vérités, furent comme une lame douce. Abandonner son silence, son seul refuge, son unique voix, redevenir vulnérable, parler, crier, pleurer. Héloïse chancela. Mais alors, une chose se produisit. Naël. Il apparut dans cette strate de conscience. Il était flou, transparent, mais sa main touchait la sienne. Et derrière lui, les sphères de Milo flottaient comme des lanternes dans le noir. Elle n'était pas seule. Elle n'avait jamais été seule. Elle avait été sourde à ceux qui voulaient l'aider, par peur. Mais la musique ne peut pas être peur. Elle est passage. Elle est offrande. Elle est vibration entre deux silences. Héloïse ferma les yeux et dit, pour la première fois, pas avec des mots, mais avec l'âme entière, « Je suis prête. » La lumière monta. Aïra sourit et disparut. Héloïse rouvrit les yeux. Elle était de retour dans le wagon, la clé dans sa main, Naël devant elle, larmes aux yeux. « Tu as parlé? Pas ici, mais là-dedans. Je l'ai senti. » Elle lui sourit. Un vrai sourire. La lumière de la clé s'infusa en elle. Elle n'était plus seulement une harpiste silencieuse, elle était une voix retrouvée, une note réaccordée. Et maintenant, il restait à achever la symphonie. Les deux fragments étaient désormais réunis. La plume de lumière, symbole du souvenir et du pardon. La clé cristalline, née d'un amphithéâtre de mémoire et de musique. Et à présent, dans le cœur même d'Héloïse, un troisième fragment vibrait, sa voix retrouvée, non pas parlée, mais assumée. Une voix faite de présence, de vérité, de choix. Mais le train, lui, s'effritait. Depuis leur sortie du dernier wagon, les murs semblaient perdre leur cohérence. Des pans entiers du couloir apparaissaient flous, presque transparents. Certaines portes menaient à des culs-de-sac de ténèbres, d'autres à des souvenirs mal reconstruits. Le rythme, autrefois stable, saccadait. Les vibrations devenaient erratiques. Parfois, le silence mordait comme un couteau. L'ombre était partout. Elle n'attaquait plus frontalement. Elle s'insinuait dans les instruments désaccordés, dans les rêves qui s'effaçaient avant d'avoir existé, dans les silences sans musique. Ils comprirent alors ce qu'ils devaient faire, retourner au wagon oublié, celui où tout avait commencé, celui où Aïra avait été effacée, le wagon silencieux rejeté par la mémoire du train lui-même. Le chemin y menant n'existait plus, mais Héloïse avait changé. Elle ferma les yeux, posa une main sur la baguette de Milo, une autre sur la harpe, et marcha. Le train céda, il ploya devant sa volonté. Un nouveau couloir se dessina, formé de notes suspendues, de souvenirs en flottaison. Une ligne droite dans le chaos. Et au bout, la porte, fermée. Pas par une serrure, par la peur. Naël posa une main sur son épaule. « Tu n'as pas à y aller seule. » Mais elle savait. C'était là que tout devait culminer. Elle sourit une dernière fois, puis entra. Le wagon était sombre, fissuré. Les instruments étaient brisés, renversés, couverts de givre, et au centre, sur un piédestal de glace, la dernière partition. Incomplète, éparpillée, 3 portées, 1000 silences. Mais la plume vibra, la clé s'illumina.
et la harpe résonna avant même qu'elle ne la touche. Héloïse monta sur l'estrade. Ses mains tremblaient, puis elle joua. La première note fut un cri ancien, retenu trop longtemps. Puis vinrent les harmonies, celles de l'enfance, du deuil, du lien perdu. Les sons tissèrent une trame autour d'elle. Une lumière naquit du sol, et la silhouette d'Aïra apparut. Pas un spectre, un souvenir vivant. Elle s'approcha, lentement, puis tendit la main. Le contact fut silence, puis explosion. Un déferlement de lumière et de son envahit le wagon. Les harpes se redressèrent, les instruments se réaccordèrent. Le givre fondit, la structure du train se reconstitua sous leurs pieds. La symphonie finale jaillit. Une onde pure, une vibration unique. L'ombre hurla, tentant une dernière fois de s'imposer. Mais elle ne pouvait rien contre une musique entière. Elle se dissipa, réduite à un souffle. Et Héloïse, au centre de tout cela, jouait. Non pour les autres, non pour elle, mais pour le lien, pour ce qui avait été, pour ce qui pourrait être encore. La partition d'Aïra se compléta. Une dernière note suspendue dans l'éternité. Puis, le silence. Mais un silence doux, plein, réparé. La dernière note résonnait encore dans les fibres du train lorsque le silence retomba. Mais ce n'était plus le silence de l'oubli, ni celui de la peur. C'était un silence plein, dense, vibrant. Un silence qui n'avait plus besoin de son pour exister parce qu'il contenait déjà toutes les musiques possibles. Héloïse resta un moment immobile, les mains toujours posées sur sa harpe, les yeux mi-clos. Elle sentait la vibration s'atténuer lentement comme un cœur après l'effort. Puis elle baissa les mains. Son instrument était chaud. Vivant, il battait doucement sous ses doigts comme s'il respirait. Aïra n'était plus là, du moins pas physiquement. Sa présence s'était fondue dans le tissu du train. Elle n'était pas revenue pour redevenir. Elle était revenue pour être transmise dans les cordes, dans les notes, dans les liens. Naël entra dans le wagon, les yeux écarquillés. Autour de lui, les murs s'étaient redressés, les harpes réaccordées, les cloches muettes carillonnaient doucement. Il s'arrêta devant Héloïse, silencieux. Puis il tomba à genoux, épuisé. « C'est fini ?» demanda-t-il. Elle le regarda, et pour la première fois, elle hocha la tête avec une certitude pleine. Oui, quelque chose s'était achevé. Mais ce n'était pas une fin, plutôt une nouvelle forme. Le train lui-même semblait l'avoir senti. Il ralentissait. Les vibrations s'étaient stabilisées, plus douces, plus calmes, comme une grande respiration retrouvée. Ils traversèrent les wagons. Chaque compartiment avait changé. Les sphères musicales de Milo flottaient plus haut, dessinant des constellations sonores. Les miroirs n'étaient plus déformants, mais reflétaient la vérité de chacun. Le jardin des partitions avait fleuri. Des feuilles, faites de lignes mélodiques, s'étiraient jusqu'au plafond, bruissant doucement au passage. Et les rêveurs? Certains s'étaient réveillés. Pas tous, mais quelques-uns. Ils ouvraient les yeux lentement, regardant autour d'eux avec étonnement, comme des enfants apercevant le monde pour la première fois. Des sourires, des larmes, des soupirs, des notes de vie. Milo réapparut au détour d'un couloir. Il était plus vieux maintenant, ou peut-être plus lumineux. « Vous avez réussi », dit-il. Héloïse s'approcha de lui. Elle lui tendit la baguette. Il la refusa. « Elle est à toi. Tu l'as transformée. Tu n'as plus besoin qu'elle te guide. C'est toi qui guides désormais. » Naël s'assit sur un banc flottant. Il regardait les aurores dehors. « Où va-t-on maintenant ?» Milo sourit. « Là où les rêveurs n'ont jamais osé aller. » Héloïse comprit alors. Le train n'allait pas s'arrêter, mais il allait évoluer, changer de voie. Il n'était plus un refuge, il devenait un passage, entre rêve et éveil, entre oubli et mémoire.
entre ceux qui dorment et ceux qui choisissent de se souvenir. Elle marcha vers l'avant du train, le poste de conduite. Personne n'y allait jamais. Ce n'était pas un lieu pour les rêveurs. Mais elle, maintenant, n'était plus seulement cela. Elle ouvrit la porte. À l'intérieur, une seule chaise et un pupitre, vide. Elle s'y assit et comprit. Le train n'avait jamais été dirigé. Il suivait l'intention la plus forte à bord, le rêve le plus clair, la musique la plus vraie. Elle ferma les yeux et pensa à Aïra, à Naël, à Milo, aux enfants sans visage, aux silhouettes oubliées, à elle-même autrefois. Puis elle leva les mains et sans jouer, elle dirigea. Le train vibra. Un nouveau cap, une nouvelle aurore, un retour vers un lieu inconnu, mais habité, parce qu'il avait été réparé. Le train poursuivait sa route. Mais il ne fuyait plus. Il n'échappait pas au silence. Il ne portait plus seulement des dormeurs en quête de refuge. Désormais, il avançait vers quelque chose. Une destination floue mais certaine. Un réveil. Une transformation. Depuis la résonance finale dans le wagon oublié, tout avait changé. Pas brusquement, subtilement. Chaque wagon avait gardé une trace de ce qui s'était passé. Dans le jardin des partitions, les arbres continuaient à pousser. Mais leurs feuilles portaient désormais de nouveaux symboles, des glyphes inconnus, comme si une langue nouvelle naissait entre les lignes. Lorsque les rêveurs passaient sous ces arbres, certains tendirent la main pour cueillir une note qu'ils gardaient ensuite contre leur cœur. Dans le wagon des échos, les voix s'étaient apaisées. Elles n'appelaient de plus à l'aide. Elles chantaient doucement des noms oubliés, des histoires réconciliées. Parfois, elles chantaient même le nom d'Héloïse, non comme une héroïne, mais comme une note clé dans une partition immense. Naël était toujours là. Il ne parlait plus autant, il écoutait, ses pas résonnaient avec calme, sa présence rassurait ceux qui s'éveillaient. Il aidait à traduire, à guider. On aurait dit un veilleur, un gardien d'aurore. Son lien avec Héloïse s'était transformé. Il n'était plus dans le besoin, il était dans l'équilibre. Héloïse, elle, ne jouait pas tous les jours. Mais quand elle le faisait, le train ralentissait. Le temps suspendait sa course. Et chacun, qu'il dorme ou veille, recevait une image. Un souvenir. Un frisson. Elle n'avait pas recouvré la parole au sens habituel. Mais elle n'en avait plus besoin. Son regard, ses gestes, sa musique, tout parlait pour elle. Un jour, elle retrouva la première porte, celle du wagon spectral. Elle était intacte, refermée. Le wagon, à l'intérieur, avait changé. Il n'était plus vide. Au centre se trouvait une grande harpe, faite de glace et de lumière. Intouchable, mais résonnante. Chaque jour, elle jouait seule, une note unique, longue, étirée, pure. Aïra. Elle était là, pas sous forme humaine, mais dans la mémoire du train, dans sa musique fondation. Les nouveaux rêveurs qui embarquaient ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient. Mais ils ressentaient, et certains, les plus sensibles, pleuraient sans savoir pourquoi. Un soir, alors que le train traversait une mer figée d'étoiles, Héloïse sentit une présence familière. L'ombre. Elle était là, pas menaçante, pas effacée, présente comme un souvenir. Elle se tenait dans un coin du wagon d'onde, immobile. Elle n'avait plus de forme, juste une vibration très basse. Elle n'était pas là pour attaquer. Elle observait, elle acceptait, car même l'ombre n'était qu'une partie de l'ensemble. La peur, l'oubli, le silence, tous avaient leur rôle, mais aucun ne pouvait régner seul. Héloïse s'en approcha, et pour la première fois, elle joua pour elle, une note, mineure, simple, et l'ombre s'inclina, puis disparut, pas détruite, accueillie, réintégrée. Le train poursuivit sa route. Il s'enfonçait vers un nord que personne ne connaissait, vers un matin que nul n'avait encore rêvé.
Mais à bord, le quotidien reprenait. On rêvait encore, on jouait encore, mais les rêves étaient plus clairs, les musiques plus audacieuses. Et dans chaque silence, on sentait la note qu'Héloïse avait laissée. Un battement discret, une trace, un souvenir de tout ce qui avait été traversé et qui ne s'effacerait plus. Il n'y avait plus de destination. Le train n'en avait jamais vraiment eu. Il avançait et cela suffisait. Ce n'était pas une fuite, ni une quête, c'était un état, une présence mouvante dans l'espace des songes et des mémoires. Désormais, ceux qui y montaient ne cherchaient pas à s'échapper du monde, mais à le comprendre depuis un autre lieu. Le train n'était plus un refuge, il était un miroir, un instrument, et chaque passager, une corde tendue. Héloïse se levait souvent avant l'aube. Si tant est qu'il y ait une aube là où il voyageait. Elle s'asseyait près de la baie vitrée du wagon, avant, là où les étoiles semblaient s'incliner sur leur passage. Son regard ne cherchait plus. Il contemplait, écoutait, laissait être. Parfois, elle improvisait, juste quelques notes, légères, presque absentes, mais elles résonnaient longtemps dans les parois du train et dans les cœurs. Milo apparaissait encore de temps à autre, toujours entre deux silences. Il n'avait pas grandi, mais il avait vieilli dans les yeux. Il n'était plus un guide. Il était devenu une mélodie ambulante, une passerelle. Le train se souvient, dit-il un soir à Héloïse. Et tant qu'il se souviendra, il ne s'arrêtera pas. Elle lui sourit. Elle comprenait maintenant. Le souvenir n'était pas ce que l'on garde, c'est ce que l'on transforme, ce que l'on ose rejouer, ce que l'on transmet. Naël avait trouvé sa place aussi. Il ne parlait plus de silence ou de perte. Il enseignait aux nouveaux rêveurs comment écouter entre les lignes, comment lire les silences, comment reconnaître une dissonance utile. Il n'avait plus besoin d'être sauvé. Il offrait sa clarté. Et Aïra, elle était partout, pas en fantôme, pas en regret, mais en note de fond, dans la texture même du voyage. Quand un rêveur composait, elle l'inspirait. Quand un silence tombait, elle le berçait. Quand une larme coulait, elle l'enveloppait. Le train continuait. Un jour, il traversa une zone étrange. Un vide spatial où tout était gelé dans l'instant. Les étoiles immobiles, les sons suspendus, le temps figé. Héloïse s'avança dans le wagon avant et joua une seule note. Un sol majeur. Le vide se fendit et derrière, un paysage inconnu apparut. Des arches de lumière, des lacs suspendus, des cités rêvées. Elle n'avait jamais voulu gouverner le train, mais maintenant, elle comprenait. Il ne se laissait pas gouverner. Il répondait à la sincérité, à l'accord juste, à l'intention pure, et cela, elle le portait désormais. Les rêveurs s'étaient faits voyageurs. Le voyage était devenu mémoire, et la mémoire, musique. Avant de s'endormir, un soir, Héloïse écrivit une seule chose sur une page vierge, puis la glissa dans les cordes de sa harpe. La musique est ce qui reste quand tout s'efface. Puis elle ferma les yeux et rêva. Pas d'un lieu, pas d'une autre fois, mais d'un son, le son exact de l'instant présent, infini, simple et parfait.